Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter un sujet totalement différent des sujets initiaux de ma chaîne. Comme vous avez pu voir le décor derrière moi, nous allons parler d'un sujet bien précis, nous allons parler de l'Union soviétique. Et que dites-vous de devenir citoyen le temps de cette vidéo pour mieux comprendre le pays qui a existé de 1922 à 1991. Bon, tout d'abord pour mettre les bases. Qu'est-ce que l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques? C'est un État communiste qui s'est autoproclamé en 1922 et qui a disparu sous la démission du secrétaire général Mikhaïl Gorbatchev en 1991. Mais il faut qu'on fasse une rétrospective pour que vous compreniez davantage. Il faut revenir dans le contexte de l'époque. Revenons à la Première Guerre mondiale. En Russie, le tsar Nicolas II a envoyé ses troupes sur le front contre l'Allemagne, en soutien avec la France et l'Angleterre. La Russie est déjà très dépassée techniquement et technologiquement. Il faut savoir qu'en 1917, la Russie avait quasiment un siècle de retard niveau agricole et technologie. C'est pour ça que de ce conflit naît énormément de tensions avec le peuple. Il y a encore du servage. Il y a encore énormément de choses qui se faisaient au Moyen-Âge qui existent encore sous la Russie tsariste. Et ce qui a agacé les gens, c'est vraiment cette déconnexion avec la hiérarchie suprême, Nicolas II. 1917 est un endroit idéal, une combinaison de facteurs idéale pour créer une révolution qui va déstabiliser complètement le pays. Lénine prend le pouvoir des bolcheviks, le parti révolutionnaire rouge contre le parti tsariste. Le tsar a été destitué. Entre 1917 et 1922, on arrive dans une période un peu floue, politiquement. Les gens ne sont pas satisfaits entièrement de cette nouvelle politique. Le pays n'est pas du tout adapté à ce genre de réforme, et va s'en suivre la fameuse nouvelle révolution entre les blancs et les rouges, d'où effectivement les bolcheviks vont gagner, et cette fois-ci vont prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que le premier président de l'Union soviétique, Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, qui prend les rênes du pays en 1922. Mais son règne ne va pas durer éternellement. En 1924, il décède et succède sa place à l'homme le plus terrible que l'Union soviétique ait pu connaître, d'après moi, Staline. Et si vous voulez, Staline, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même ambiance. Staline, c'est quelqu'un de froid, dangereux. Si vous voulez, en 1922, quand Lénine vient au pouvoir, il fait un testament où il indique qu'il ne veut surtout pas que Staline prenne sa place. Pour lui, c'est quelqu'un de cruel, d'arrogant et de dangereux. Pour lui, il faudrait plutôt partir sur Léon Trotsky, cet homme-là, qui pour lui est plus de la branche modérée du Parti communiste. Dans cette idéologie, Lénine et Trotsky avaient une vision du monde commune. Ils voulaient que le socialisme, la révolution communiste, soit internationale, mondiale. Et Staline, lui, est plutôt isolationniste. Il aimerait que la révolution communiste se fasse déjà dans un seul pays et vraiment créer un bloc unifié, un bloc communiste. Et c'est à partir de là que les deux visions s'opposent et que Staline et Lénine vont être en désaccord constant jusqu'à son décès en 1924. Et de 1924 jusqu'à 1939 va s'en suivre une période terrible pour les débuts de ce jeune État. Staline va guider le pays d'une main de fer, le pays va s'industrialiser à une vitesse monstre et va rattraper son retard en seulement 15 ans. En parlant également d'idéologie, Lénine, si vous voulez, à la création de l'URSS en 1922, va emmener quelques principes qui vont, pour l'époque, être du jamais vu. Les femmes vont avoir le droit de vote, les femmes vont avoir le droit d'avorter, et l'homosexualité sera dépénalisée. Vous imaginez, on est en 1922, aucun pays dans le monde n'en est arrivé jusque-là pour le moment. Et Staline, qui lui est fermement opposé à l'homosexualité, opposé à l'avortement, va interdire ce genre de choses. Arrivé en 1939, vous le savez bien comme moi, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe occidentale. La guerre en Russie, en URSS, a commencé en 1940. Pourquoi ? Car Staline avait fait un pacte germano-soviétique avec Hitler pour éviter de se faire bouffer son pays. Sauf que Hitler, il en a rien à foutre, il va quand même déborder sur le pays. Il va arriver et Staline va monter dans une rage folle, il ne s'attendait pas à ce genre de choses. On arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça a permis à Staline, au contraire, d'étendre
et d'assouvir son pouvoir politique sur d'autres pays qui ne l'étaient pas à ce moment-là. Tous les pays baltes vont être sous le joug communiste, il va être créé des républiques socialistes, et également les pays satellites, la Bulgarie, la Roumanie, vont être des pays sous influence communiste jusqu'à la fin des années 80. Et c'est à partir de 1948 que la guerre froide officiellement commence. Ça va être le problème du XXe siècle. Deux idéologies qui se confrontent, le communisme et le capitalisme. Deux blocs vraiment dépendants qui vont s'affronter indirectement. Arrivé en 1953, Staline n'est plus de ce monde. Et il va passer le relais à quelqu'un d'assez connu, Nikita Khrouchtchev. Si vous voulez, Khrouchtchev a aussi beaucoup de sang sur les mains, comme Staline. Il a participé à l'Holodomor en Ukraine, on le surnomme même le fossoyeur de l'Ukraine dans les années 30. Et si vous voulez, Khrouchtchev va complètement retourner sa veste à la mort de Staline. Il va se dire « Ah oui, mais Staline, en fait, non, c'était un tyran, c'était quelqu'un de dangereux. » Il va vouloir supprimer Staline de la conscience collective. Khrouchtchev va rester au pouvoir un petit moment, il va rester jusqu'en 1964. On continue sur l'industrialisation, on continue sur l'optimisation scientifique. C'est d'ailleurs pendant son mandat qu'on envoie le premier homme dans l'espace. Et Khrouchtchev a également participé à une détente avec les États-Unis, à un rapprochement qui s'est plutôt bien passé. Il y a eu des congrès, il y a eu des choses qui se sont faites en URSS en invitant le président américain, et également l'inverse. Khrouchtchev s'est déplacé aux USA. C'est ce qu'on retiendra d'un homme assez distant, mais qui est quand même bon vivant, qui mange bien, qui rigole bien. Khrouchtchev était un homme qui était plus ou moins apprécié, mais qui n'avait pas énormément de charisme. Il ne sera pas retenu pour ça en tout cas. Khrouchtchev meurt en 1964, va succéder Léonid Brejnev. Alors Léonid Brejnev, il fait partie également de la branche dure du Parti communiste. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant que chef maréchal et il va continuer son ascension au Parti communiste jusqu'à arriver aux dirigeants de l'Union soviétique en 64. Brejnev, il idolâtre Staline et il a voulu l'imiter, mais il l'a pas très bien fait. Brejnev, il manque également de charisme, comme Khrouchtchev. Il est pas comme Staline, il est pas à la hauteur de Staline. Il va avoir cette ambition d'avoir un culte de la personnalité comme Staline, en créant des mugs, tout un tas de saloperies à son effigie. Qu'on a retenu également de Léonid Brejnev, c'était cette image d'un mec qui avait besoin de prouver qu'il avait du pouvoir en mettant énormément de médailles, en étant affiché partout. Il était contre effectivement toute autorité politique, contre toute critique du gouvernement. Brejnev, c'était une copie un peu passée de Staline. Et il est symptomatique de son époque. Il a participé à la lenteur administrative et à la corruption en URSS. Le mode de vie dans les années 60 en URSS est resté le même pendant 30 ans. Il y a eu un gros choc de culture quand l'URSS est tombée, car le pays n'avait pas évolué depuis les années 60. Quand Brejnev arrive au pouvoir, on va pouvoir enfin profiter de ce que le socialisme a pu apporter en URSS, c'est-à-dire la gratuité de la plupart des choses, la nourriture, le logement, la voiture. Et vous aviez beaucoup d'avantages à vivre en URSS à cette époque-là, effectivement, même si c'était une dictature. Il y avait énormément de choses qui étaient amenées par le pays. C'était ce côté un petit peu époque insouciante. On avait de la richesse, on profitait et on se détendait. Et c'est ce qui a malheureusement entraîné le déclin aussi de l'Union soviétique dans un sens. Les gens se sont trop reposés et le pays s'est complètement mis en pause. Et le pays n'a pas développé, n'a pas réinvesti. Léonid Brejnev meurt en 1982. Et il est remplacé par Yuri Andropov. Alors Yuri Andropov, il aura un mandat minuscule, une année, pas plus. Yuri Andropov, il déconne pas. C'est le directeur du KGB, carrément. Le mec, il connaît tout ce qui se passe en URSS. Il a des espions aux quatre coins du pays. Andropov va arriver sur la scène politique avec une seule chose, le rapport d'Andropov. Si vous voulez, le rapport Andropov, c'est un constat de santé de l'Union soviétique. Le pays, comme je vous le disais juste avant, a stagné. Il ne développe plus. Ils sont en récession économique. Le pays se porte mal. Et si le pays continue dans cette voie-là, de la corruption et de la lenteur administrative, le pays va courir à sa perte. D'après le rapport Andropov, l'URSS disparaîtra dans les années 90.
Et ce rapport, effectivement, il fait peur aux pontes du Parti communiste. À cette époque-là, on ne veut pas du tout entendre parler de ça. Les gens qui étaient au parti, ils gagnaient très bien leur vie. Il n'y avait aucun souci à se faire. Et ils ne se seraient jamais posé la question que le pays allait disparaître dans les 20 ans à venir. Personne ne veut entendre parler de ce rapport. Et c'est pour ça qu'il sera passé sous le bureau, complètement oublié. Andropov meurt. Tout ce qu'on retiendra de son mandat, à part son rapport alarmant, c'est qu'il avait fait baisser le prix de la vodka. Wow. Konstantin Tchernenko le succède. Et celui-ci, il restera également autour d'une année. Et on retiendra vraiment rien de lui. Il était également terriblement malade et inutile pour le gouvernement. Les soviétiques commencent à être inquiets. Il n'y a plus de personnes jeunes et dynamiques au pouvoir. Il n'y a que des vieux au sein du Parti communiste. Évidemment, c'est la branche dure, c'est tous ceux qui ont créé le parti. Personne n'est capable de prendre les choses en main. Le pays court droit à sa perte, mais personne ne veut l'entendre. Le pays est dans une récession totale, les gens ont du mal à vivre. Ce n'est plus aussi simple qu'à l'époque de Brejnev. Et là, arrive en 1985, un tournant majeur pour l'URSS, et même l'histoire du monde. Je ne vous le présente pas, il est derrière moi. C'est Mikhail Gorbatchev. Et Mikhail Gorbatchev, il est jeune, il est dans sa cinquantaine, il arrive au pouvoir, et c'est quelqu'un de motivé et qui veut réformer le pays. Lui, il est conscient de l'état d'avancement dégradé du pays. Et, souvenez-vous, le rapport Andropov, il avait été donné également à Gorbatchev. Gorbatchev était le poulain d'Andropov. C'était sur lui que reposait la tâche de sauver l'URSS. Il a toute cette responsabilité sur le dos, tout est anéanti dans le pays. Les gens vivent très mal, il y a des tickets de rationnement, les gens commencent à vraiment vivre très très mal l'impact économique et la récession du pays. Et c'est pour ça que Gorbatchev va mettre en place la glasnost, la transparence et la perestroïka, la réforme du pays économique. Et Gorbatchev, lui, a été plus malin que ses prédécesseurs. Il a voulu partir sur du capitalisme. Lénine, en 1922, avait fait un peu de capitalisme pour relancer l'industrie soviétique. Et Gorbatchev se dit, pourquoi pas passer par du capitalisme pour se redonner une santé. En 1986 a lieu la catastrophe terrible de Tchernobyl, que vous connaissez sans doute. Le 26 avril 1986, dans la nuit, à 1h du matin, dans la centrale Lénine, le réacteur explose, entraînant l'une des plus grosses contaminations de l'histoire de l'humanité, qui va s'épandre sur toute l'Europe tout entière. La catastrophe de Tchernobyl est vraiment un symptôme précis de l'état de l'Union soviétique. Un pays malade qui n'est même pas capable d'assurer la sécurité de ses propres citoyens. Et vous voyez, c'est vraiment symptomatique de l'état de l'URSS. Ce qui a causé sa perte, c'est l'administratif, c'est la corruption, c'est vraiment les années brejneviennes qui ont quand même entaché le développement de l'URSS. Gorbatchev, face à ça, il ne sait pas quoi faire. Il vient à peine d'établir la glasnost, la transparence, et ce qu'il dévoile au monde entier, et surtout au peuple soviétique, qu'on est en perte de contrôle totale. Et sous la force médiatique et la pression internationale, Gorbatchev lâche le morceau et annonce au monde entier et à l'URSS entière que le pays est dans un sale état. On arrive en 1989. Plein de pays, les pays lituaniens, toutes les républiques socialistes soviétiques déclarent une à une leur indépendance. Berlin, la chute du mur, tout ça c'est des facteurs d'accélération. Gorbatchev aura quand même reçu le prix Nobel de la paix pour avoir laissé les pays déclarer leur indépendance. C'est ainsi qu'il propose aux citoyens soviétiques une élection libre. Et ça commence à prendre forme. Les gens sont pour la préservation de l'Union, sous un autre modèle économique. Et les gens disent oui. Mais c'était sans compter sur un autre protagoniste de l'histoire que j'ai nommé Boris Yeltsin. Boris Yeltsin est un ancien du Parti communiste. Il a été chassé du Parti communiste car il était trop radical, dans le sens trop réformateur par rapport à Gorbatchev. Et c'est ainsi, quand Gorbatchev propose les élections libres en URSS, d'élire un président. Chaque république fédérative soviétique peut élire son président, et Gorbatchev, lui, c'est le grand dirigeant au-dessus. Et c'est ainsi que Boris Yeltsin gagne les élections libres en République socialiste de Russie. Boris Yeltsin est de mèche avec les États-Unis, et ils vont commencer à dépeindre le portrait de Gorbatchev et essayer de le mettre en porte-à-faux.
en 1991, début décembre, les présidents de chaque république socialiste soviétique se réunissent et décident ensemble l'indépendance de chaque pays et par conséquent la dislocation finale de l'URSS. Gorbatchev, lui, vient de l'apprendre. Il n'était même pas au courant qu'ils fassent ça dans leur coin. Et Gorbatchev, il est tiraillé. Il ne sait plus quoi faire. Là, il est président d'un État fantôme. C'est ainsi que le 25 décembre 1991, Gorbatchev annonce sa démission et son retrait du président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Aujourd'hui, Gorbatchev est très controversé. En Occident, il est acclamé pour son prix Nobel de la paix, pour la libération des pays communistes et pour l'introduction du libre marché et de la démocratie. Mais en Russie, il est détesté. C'est le fossoyeur de l'URSS. Malheureusement, il n'y pouvait rien. C'était symptomatique du pays déjà depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que l'URSS a été surtout façonné par Staline. Il a été créé par Staline et pour Staline en quelque sorte. Et légitimement, la bureaucratie n'existait pas à son époque. Ce qui a effectivement été le fossoyeur de l'URSS, pas Gorbatchev, mais la bureaucratie. Sa lenteur et sa corruption. Et voilà. Vous avez été citoyen et spectateur de l'effondrement de l'URSS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez complète, assez longue à faire, et j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Soyez sages, camarades.